tous. Merci à vous de venir participer à nouveau à cet atelier de désignation populaire. Je vais rappeler comme d'habitude les grands principes de cet exercice et la raison d'être avant de diverger sur d'autres questions qui m'ont été posées. Puis ensuite on va évoquer les quelques personnes désignées et puis des difficultés techniques que l'on doit essayer de surmonter. Donc, pour rappel, nous partons du principe que par la pression populaire, nous réussissons à renverser Emmanuel Macron et son gouvernement. À partir de là, l'article 7 de la Constitution précise qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main le temps d'organiser des élections présidentielles sous quelques semaines. Mais cet article de Constitution ne dit strictement rien sur la question du gouvernement. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de gouvernement, la Constitution est silencieuse et c'est là où nous pouvons placer nos pions. Beaucoup de gens imaginent que l'on peut tout changer comme ça parce que sous prétexte d'avoir réussi à renverser Emmanuel Macron, son gouvernement, enfin l'oligarchie de façon générale, et que les institutions vont répondre de nos attentes les plus farfelues ou les plus utopiques, on va dire. Par exemple, instituer l'anarchie ou répandre ou avoir tout de suite une constitution provisoire sur laquelle se référer, etc. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. L'armée d'abord ne s'intéressera à nous que lorsqu'on sera capable de lui désigner des responsables politiques auxquels nous nous référons, qui sont légitimes pour nous, c'est-à-dire pour les insurgés, hein, je parle bien pas pour tous les Français, mais pour les insurgés qui ont réussi à renverser le gouvernement. Donc l'armée veut des interlocuteurs uniques, elle est incapable de parler avec des milliers, des millions de gens, ça n'est pas possible, il lui faut des interlocuteurs uniques. Donc il nous faut des référents, que ça nous plaise ou non, il nous en faut. Et puisqu'il nous en faut et que justement notre problème c'est de s'assurer que nous ayons des gens qui soient réellement légitimes, qui servent le bien commun, qui ne soient pas là pour nous trahir, pour être vite corrompus par le pouvoir, autant les choisir nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas attendre qu'il y ait des candidats à quoi que ce soit. La candidature est une forme de corruption mentale d'une certaine façon, hein, puisque l'on prétend à prendre un pouvoir. Ce qui est beaucoup moins corrupteur, c'est de reconnaître l'autorité de quelqu'un en lui disant, voilà, moi je sais que tu es compétent, tu es bienveillant, tu as une vision politique sur un domaine de compétence, et tu n'as rien demandé, mais en fait, je te plébiscite pour que tu disposes du mandat de ministre de la Défense, de l'Intérieur, de l'économie ou de ce que vous voulez. Et pour le moins de porte-parole de toutes ces questions sur lesquelles on te désigne, le temps qu'on arrive au bout de cette révolution. Parce qu'il faut des interlocuteurs, encore une fois, pour les institutions, et pas seulement l'armée qui est la première institution à cibler pour nous, mais aussi les ambassades étrangères si par exemple on veut chercher de la légitimité auprès de l'international, il faut quand même bien pouvoir parler à des gouvernements étrangers et leur dire voilà, nous avons un responsable qui s'occupe des affaires diplomatiques. Il y a eu des conseils nationaux de transition fantoches en Syrie ou en Libye, mais nous avons aussi eu un gouvernement provisoire de la France libre en France. Donc ce ne sont pas des choses qui sont tout à fait nouvelles, hein. C'est des choses qui sont connues dans le droit positif et sur lesquelles on se réfère. Donc nous avons besoin d'une représentation politique qui soit légitime et donc désignée par le bas. Elle doit être ascendante et sous contrôle. Le fait que ce soit un gouvernement que l'on impose au président du Sénat qui reprendrait donc la main, nous jouons le jeu des institutions, nous restons réglo avec la Constitution, ça nous permet en fait d'avoir le contrôle réel. Il faut bien être conscient que si l'on a réussi à éjecter un gouvernement et un chef d'État, le président du Sénat, qui est actuellement un oligarque, qui est Gérard Larcher, ne mouftera pas. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il pourra chercher à nous contraindre parce qu'il est franc-maçon, parce que ceci, parce que cela. Non, la seule chose qu'il craindra, c'est d'être entraîné dans le vaste moment de purge qui atteindra toutes les personnalités politiques qui sont là pour manger à la gamelle depuis des années. Il y aura une purge énorme. Gérard Larcher, lui, se dira, si je peux échapper à ça avec les honneurs et qu'il me reste juste quelques semaines pour être tranquille, pour assurer la transition, ma foi,
Je préfère pas me fâcher avec les insurgés qui viennent d'avoir la peau d'Emmanuel Macron et d'un gouvernement et qui sont en train d'avoir le pot de tout un tas de parlementaires, de magistrats, etc. Il aura peur. Donc il reconnaîtra le gouvernement que nous lui imposerons. Ça, c'est une certitude pour moi parce que c'est quelque chose qui est régulier dans l'histoire. Ça s'est vu régulièrement. Ce sont les grands principes de la guerre telle que la conçoit Sun Tzu. Il faut laisser à l'ennemi le pouvoir de se retirer honorablement. Et pour le coup, là, c'est juste à Gérard Larcher qu'on propose de se retirer honorablement à condition qu'il reconnaisse le gouvernement que nous lui imposions et qu'il organise conformément à la constitution des élections présidentielles anticipées ainsi que des élections législatives. Et c'est à notre gouvernement non seulement de gérer cette transition politique, mais aussi de préparer les référendums qui nous intéressent. Donc, selon les modalités constitutionnelles, on ne peut pas avoir de référendum organisé avant des élections. Par contre, on peut en avoir tout à fait après. Et quand on veut faire des grandes réformes, notamment sur le plan constitutionnel, alors que ce soit une constituante directement, que ce soit introduire dans notre constitution des garde-fous qui nous intéressent, comme le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, ou que ce soit pour nationaliser des entreprises, ou alors parce qu'on voudrait sortir de l'Union européenne et l'euro en urgence, ce qui d'ailleurs serait le cas. Si on réussit notre révolution, il faut être clair, même les gens qui sont hostiles au Frexit, malheureusement pour eux, c'est ce qui se passera, non pas parce qu'on le voudrait, mais simplement parce que les pays tout autour, dont l'Allemagne, se diront « les Français ont repris le pouvoir, ça pue ». Il faut se préparer à la sortie et eux prendront leurs dispositions. Donc nous serons obligés de prendre nos dispositions. Donc voilà un petit peu la raison d'être d'un gouvernement. C'est pas une question idéologique, c'est une question de pragmatique. Si on veut avancer nos pions, il faut avancer pas à pas en jouant un petit peu des règles du jeu actuelles et en même temps en étant un petit peu audacieux dans notre façon de faire. Donc, il s'agit de désigner un gouvernement populaire, de transition qui soit légitime, qui ne soit pas nécessairement formé de politiciens, ou du moins que de politiciens. Il y a peut-être quelques politiciens à qui l'on peut reconnaître certaines qualités, mais disons qu'on va pas clairement, c'est pas notre truc, quoi. Je veux dire, on sait que dans la vie civile, il y a des tas de gens à qui l'on se réfère sur leur domaine de compétences parce qu'ils sont bons, ils sont excessivement bons, ils sont bienveillants, ils ne demandent rien, ils ne cessent de faire de la pédagogie sur ce qu'ils savent et ils ont des tas de propositions qui nous intéressent. Alors, avant de vous faire part de quelques propositions que j'ai reçues, je vais vous parler donc du site qui nous permet actuellement de voter et je vais vous donner aussi les quelques résultats que l'on a. En sachant que ce site est compliqué et il est très facile à utiliser, il est très ergonomique, mais par contre il n'est pas super bien conçu parce qu'on ne peut pas éditer les propositions par exemple, ce qui est assez embêtant quand on veut par exemple changer des liens ou rajouter des informations sur une personnalité que l'on a désignée. Et on ne peut pas voir en temps réel les résultats, même si apparemment il y a une façon de faire, mais que pour l'instant je découvre en même temps que ceux qui s'y mettent. Donc ce site s'appelle jugementmajoritaire.net, jugementmajoritaire.net en un seul mot. Vous avez été quelques-uns à venir voter dessus. Moi je vous suggère très vivement, quand vous avez des propositions, d'aller directement sur ce site et de créer une publication en disant voilà, pour tel ministère je propose telle personnalité, si vous êtes d'accord avec moi, votez. Il faut faire plusieurs choix, donc il y a déjà plusieurs choix que vous avez l'habitude d'entendre, n'hésitez pas à les remettre, au bout d'un moment on va pouvoir synthétiser. Sachez qu'actuellement qu'avec un camarade nous travaillons sur un site qui est complètement dédié à cet atelier de désignation populaire pour former un gouvernement provisoire. Donc ce site va s'appeler Infocratie. On va reprendre en fait la construction qui avait déjà été faite pour le site réinformons-nous.fr et qui permet justement à chacun de désigner ministère par ministère des personnes, d'ajouter des personnalités, d'ajouter aussi des informations qui soient utiles. Et d'ailleurs je me rends compte sur les résultats des premiers votes, de la première tendance que l'on obtient sur jugement majoritaire, que ce qui va faire une partie de vos soutiens
c'est moins les compétences ou la vision politique des personnes désignées que le fait qu'elles soient connues. Et c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu sérieux. Là, on est pour l'instant, vous découvrez comme beaucoup d'entre nous, vous n'avez pas eu le temps d'aller vous informer sur chacune des personnalités désignées, et je vous comprends, moi-même je n'arrête pas d'en découvrir avec les personnalités que vous me proposez. Mais il faut quand même un petit peu reprendre notre dimension de citoyen, s'intéresser à ce que les autres proposent, voir pourquoi, par exemple, Maître Sophia Almeron a été proposée au mandat de garde des Sceaux. Vous la connaissez pas, faites des recherches. Il ne faut pas aller voter nécessairement pour la personne la plus connue bêtement. Il faut se dire, il y a quand même si on nous propose tout un tas de personnes, voire des personnes complètement inconnues, ça mérite qu'on aille s'intéresser à ces personnes-là, parce qu'il y a peut-être la petite pépite qui va justement vous intéresser réellement. Donc voilà. Et de la même façon, enfin, la question de la désignation populaire, c'est aussi un petit peu ça. Encore une fois, votre voisin, votre frère, votre meilleur ami, ou peu importe, quelqu'un qui n'est absolument pas connu, qui n'a vraiment aucune autorité, vous savez que c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, qui a une vision politique qui est énorme, qui mériterait d'être entendu, d'être découvert. Il a publié quelques travaux sur Internet qui permettent à tout le monde de le découvrir. Mais proposez-le. Qu'il soit inconnu, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui soient nécessairement connus. Le but du jeu, c'est de faire découvrir des gens qui ne sont justement pas forcément connus, mais qui ont une vision à partager avec nous. Voilà, c'est vraiment ce principe de la désignation populaire. Ce ne sont pas les médias qui décident, ce n'est pas l'oligarchie qui décide pour nous, c'est nous qui décidons de quelle est notre représentation, et cette représentation, il n'y a rien à craindre sur sa corruptibilité. D'abord parce que c'est des gens qui depuis des années se battent avec tout un tas de difficultés matérielles, tout un tas de difficultés pour se faire entendre. Voilà, pour justement expliquer comment on pourrait s'en sortir sur leur domaine de compétences. Donc c'est pas des gens corrompus ou corruptibles, mais en plus parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce gouvernement provisoire ne sera là que pour quelques semaines. On organise des élections présidentielles conformément à la Constitution, des élections législatives dans la foulée, les référendums qui vont bien. Et c'est terminé, ces gens-là dégagent. Alors après, peut-être qu'on aura la volonté de les maintenir dans le cadre de l'élection présidentielle en leur demandant tout simplement de rester avec un candidat qui sera là pour rassembler tout le monde. Mais toujours est-il que le premier temps de la transition politique, c'est un temps qui est clairement déterminé par la Constitution. Cette transition est sans aucun risque. On ne va pas se faire défoncer en 3 mois, on ne va pas avoir une nouvelle oligarchie qui va tout reprendre en 3 mois pour nous la mettre à l'envers. C'est nous qui sommes à l'initiative. Voilà à peu près ce que je peux dire sur les questions, on va dire, intellectuelles par rapport à tout ça, politique et puis technique. Donc ça mettra du temps avant qu'on soit nombreux et avoir le bon site pour pouvoir faire en sorte que tout le monde participe et que je ne sois pas avec une ou deux personnes à devoir tout gérer, parce que c'est franchement compliqué de prendre plein de personnalités que vous proposez, d'aller faire moi-même les recherches pour trouver des liens, des informations et puis vous les présenter. Je vais continuer à le faire malgré tout, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux si chacun participe directement, fait chacun sa part, ce petit boulot de recherche, ce boulot de présentation. Ça permet justement de nous répartir la tâche, de ne pas laisser ça à quelques personnes qui seraient censées se charger de tout. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un gouvernement complet qui m'a été proposé par Olivier, qui m'a envoyé donc un mail. Je vous rappelle d'ailleurs mon adresse mail si vous voulez faire exactement la même chose ou simplement me présenter quelques personnalités. Mon adresse mail c'est sildarta@gmail.com. sildarta@gmail.com, ça s'écrit SYLDARTHA@gmail.com. Voilà, c'est le plus simple pour que je puisse garder en mémoire ce que vous me proposez, puis faire des recherches ensuite. Donc voilà le gouvernement idéal d'Olivier. Alors tout de suite, il propose comme Premier ministre Valérie Bugeaud. Je vous dis tout de suite, toutes les personnalités qu'il a présentées, je ne les connais pas toutes et je n'ai pas eu le temps de faire des recherches pour toutes. Donc je me suis attardé sur 2-3 personnalités. Vous ferez vos recherches vous-même.
Voilà, donc Premier ministre Valérie Bugeaud, secrétaire d'État chargé des affaires constitutionnelles Étienne Chouard, ministre chargé des relations avec le Parlement Jean-Michel Vernochet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître François d'Angléan, ministre des Affaires étrangères Bernard Lugan, secrétaire d'État aux Affaires étrangères Clément Nguyen ou Jean-Michel Salgon ou encore Thierry Messant, ministre chargé des Affaires européennes et du Frexit François Asselineau, ministre des Armées colonel Régis Chamagne ou encore le général Éric de la Maisonneuve, secrétaire d'État aux Armées Charles Saint-Prote, ministre de l'Industrie et de l'Équipement Christian Gérondeau, ministre de la Santé Dr Nicole et Gérard Delépine, c'est un couple, secrétaire d'État chargé de la Santé Dr Sauveur Boucris et Dr Philippe Evin, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées Georges Borkowski. Alors lui, j'ai pas le temps de faire des recherches, mais ça m'intéressait de faire quelques recherches parce que j'ai des amis handicapés et je pense que pour le ministère de la Santé de façon générale, avoir quelqu'un qui se soucie un petit peu de ce problème-là, ça pourrait être intéressant. Donc si vous connaissez ce Georges Borkowski, n'hésitez pas à faire passer quelques informations, ça pourra aider. Ministre de l'économie et des finances Vincent Brousseau, secrétaire d'État chargé des comptes publics Charles-Henri Gallois ou Olivier Delamarche, ministre du Travail Pierre Le Vigan, secrétaire d'État aux affaires sociales Monique Pinson-Charlot ou Franck Lepage, secrétaire d'État à la famille Stéphane Bignon, ministre de l'Instruction nationale et de l'Enseignement supérieur Claude Meunier-Berthelot, secrétaire d'État chargé de l'Instruction Charles Robin, ministre de la Jeunesse et des Sports Julien Rochdy, ministre de l'Intérieur, il pensait à Élise Lucet, secrétaire d'État à l'Intérieur Alexandre Langlois, ministre de la Recherche et du Développement Pierre Magnard ou Olivier Ray. Un ministère que nous avons trop tendance à laisser de côté et auquel lui il a pensé, c'est le ministère de l'Outre-mer avec la proposition de Dominique Fru. J'invite d'ailleurs tous nos compatriotes qui vivent dans l'outre-mer, qui nécessairement seront plus calés que les métropolitains sur ces questions, à nous faire part de leurs propositions sur des gens qui sont, qui vont pas simplement s'occuper de leur territoire ultramarin, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou ailleurs, mais vraiment avoir une vision qui serait adaptée à tout l'outre-mer, voilà, qui aurait vraiment des choses à dire pour tout l'outre-mer. N'hésitez pas parce que c'est vraiment, je pense, le ministère le plus dur actuellement à faire occuper. Il y a vraiment pratiquement aucune proposition qui n'arrive. Donc au passage, je passe mes amitiés à tous les Français, à tous les résistants d'outre-mer là qui nous regardent, qui nous suivent. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'intéressent à ce que l'on fait. Alors, ministère de la Culture, Henri Ed d'Entremont. Il est aussi connu sous le nom de Arnaud Aron Upinski ou Upinski, je ne sais pas. Secrétaire d'État chargé à la francophonie, Ilyes Zouari. Ministre de l'Agriculture, Claude et Lydia Bourguignon. Secrétaire d'État chargé à la permaculture et l'agriculture raisonnée, Hervé Covès. Secrétaire d'État chargé à l'agroalimentaire, Christophe Brusset. Secrétaire d'État chargé de l'écologie, Aurélien Bernier. Secrétaire d'État chargé de l'océanographie, Daniel Poli. Porte-parole du gouvernement, Philippe Forget. Voilà, ça c'est, on ne peut pas faire aussi complet que ce qu'a proposé Olivier, puisque lui il nous propose plein de secrétariats d'État en plus. Je pense que pour les secrétariats d'État, en dehors de 2-3 qui sont essentiels, je dirais qu'il ne faut pas alourdir le truc. C'est déjà très compliqué de nommer de proposer, de faire travailler tout le monde sur simplement des ministères. Alors je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne les institutions, parce que certains m'ont carrément posé la question, oui mais enfin est-ce que tu peux rappeler c'est quoi, à quoi sert un ministre, à quoi sert un secrétaire d'État, etc. Un ministre est là pour impulser une politique publique sur son domaine de compétences. Il a une vision large, il imprime une vision et il va donner les consignes et préparer des projets de loi généralement en cohérence avec d'autres ministères. Si je prends par exemple le ministère de l'Intérieur, une politique publique de sécurité, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur qui peut gérer ça, parce que le ministre de l'Intérieur va pouvoir gérer la question répressive, va pouvoir gérer la question des réformes internes à la police nationale, comment améliorer le recrutement, comment s'assurer que
par exemple les chiens fous là, qui sont dans la police nationale soient non seulement virés et sanctionnés, mais qu'on ne recrute plus jamais ce genre de fous furieux, et que l'IGPN fonctionne correctement, qu'elle ait bien une indépendance, que ce soit auprès du gouvernement ou auprès de l'institution policière elle-même. Voilà, ça c'est le genre de réforme que peut faire un ministre de l'Intérieur de son propre côté. Mais s'il veut réellement améliorer la sécurité publique, on sait très bien que le volet répressif ne suffit pas. Il faut bien que la justice elle-même fasse son boulot lorsque des personnes sont déférées en justice, hein, qu'il y a une vraie justice dans ce pays. Donc il y a une nécessité Voilà, attendez, je vais juste virer un mec, je vais bloquer un mec parce que je vois que on a un abruti qui nous casse les pieds. Pardonnez-moi, c'est très con, mais on a un Jimmy Favier qui est un troll là, et il faut que je l'attrape pour le bloquer parce que sinon il va nous pourrir. Vraiment, il y a des abrutis dans ce genre-là. Je le bloque, je suis navré, je perds du temps, c'est pour des abrutis de ce genre-là. Bloquez-le, hein, n'hésitez pas, ça va tout de suite le calmer. Allez, vas-y, avance. Allez, avance. Désolé, ça rame un petit peu pour aller le chercher. Oh là là là, je n'arrive pas à voir. Bon, pour le bloquer, je vais avoir une difficulté. Bon, je vais tous les bloquer, comme ça va être simple. J'en ai plusieurs. Désolé, je suis vraiment... Voilà. Hein, comment on peut perdre du temps et être trollé stupidement par des cons qui n'en ont rien à foutre, mais qui sont là juste pour emmerder le monde et empêcher que ça se passe bien. Je sais pas s'il est bloqué, mais logiquement, j'en ai bloqué un. Donc si jamais vous voyez qu'il est encore là, il est encore là, donc c'est un autre. Mais quel abruti. Vous voyez tout l'avantage de Facebook, on a le droit à des abrutis. J'ai fait une page publique exprès pour laisser tout le monde le soin de pouvoir s'exprimer, même quand ça fait pas partie de mes contacts. Voilà, je l'ai trouvé, cet abruti. Hop. Donc voilà, l'abruti de service bloqué. Voilà. Non, le premier que j'ai bloqué, c'était pas le bon. Donc voilà, là il est bloqué. Logiquement, il peut plus nous casser les couilles. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc un ministère travaille logiquement avec d'autres ministères pour rendre cohérentes ses politiques publiques. Je reprenais l'exemple donc du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas tout faire pour assurer une politique de sécurité publique. Il ne peut gérer qu'à son propre niveau, que ce soit donc sur le bon fonctionnement de la police nationale de façon générale, qu'elle soit au service des citoyens et non pas au service des bandits en col blanc là, qui sont au gouvernement. Hein, et j'attire votre attention à vous, chers policiers, parce que je sais que beaucoup me suivez, que vous n'êtes pas tous des salopards, vous n'en faites pas, je suis pas dans le délire à cap, mais réagissez, hein, réagissez, parce que là vous êtes en train de laisser pourrir votre institution avec une logique de corps qui est inacceptable quand vous avez des chiens fous dans votre institution. Il faut les dénoncer, très clairement, il faut les dénoncer. La justice a son rôle à jouer, mais aussi le ministère de l'économie qui lui va devoir s'assurer que la France se pacifie parce que socialement ça va mieux, parce qu'on a une politique de plein emploi. Un ministère qui s'occupe des questions d'urbanisme va aussi devoir, donc souvent c'est le logement, mais va aussi avoir un rôle à jouer pour rendre la ville plus agréable. Il y a un autre ministre qui aurait en charge alors ce serait certainement le ministre de la Justice d'ailleurs, de faire en sorte que la légalisation du cannabis soit effective. Bon bah ça casse par avance les réseaux mafieux qui vivent de ça dans les quartiers. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font qu'une politique de sécurité publique puisse fonctionner. Elle implique que différents ministères travaillent ensemble, souvent avec des délégués interministériels. Donc quand vous avez des personnalités d'ailleurs qui n'ont pas été retenues,
dans l'exercice de désignation populaire, en fait, ce vivier de personnalités nous aide malgré tout, parce que on pourra très bien dire finalement à une personne qui finalement est définitivement plébiscitée pour être ministre de quelque chose, en disant voilà, on sait que il y a plein de personnalités qui n'ont pas remporté ce plébiscite, mais que l'on aime bien quand même et que l'on voudrait voir travailler à tes côtés dans ton ministère. Donc, fais en sorte que ces personnes-là aient un rôle à jouer dans ton ministère. Nous avons les secrétariats d'État. Les secrétariats d'État dépendent généralement d'un ministère ou du Premier ministre. Typiquement, par exemple, le secrétariat d'État à la Constituante, c'est un secrétariat d'État dont je parle assez souvent, dépendrait du ministère de l'Intérieur pour une raison très con, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les scrutins. En France, d'ailleurs, quand vous voyez bien là, par exemple, l'histoire de pseudo-référendum d'initiative partagée pour ADP, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge de gérer le site internet, les chiffres, etc. Et c'est pareil pour l'organisation de tous les scrutins. Donc en fait, si on doit avoir une constituante qui soit organisée, ça peut paraître bizarre, mais le secrétariat d'État à la constituante, il dépendra du ministère de l'Intérieur parce que c'est lui qui aura la main sur le calendrier des scrutins et sur l'animation des débats publics à ce titre-là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur le rôle des ministères. Simplement dire que ce ne sont pas des parlementaires. Hein. On est très clair. On demande à un gouvernement d'être une sorte de dictature sous contrôle. Ils sont là pour décider, pour trancher, pour prendre des décisions. C'est pas des gens qui vont tergiverser et voter des lois particulières qui ne sont pas mises en cohérence avec tout un ensemble tout un système. Ce sont des gens qui ont un regard global, systémique et qui décident, qui tranchent. Donc à un moment, on leur remet notre confiance pour se dire, il y a la guerre, il faut réagir. Bon, on a 2 minutes pour avoir une réaction. Il faut réveiller le ministre de la Défense, il faut réveiller le président, le Premier ministre. Il faut que ça réagisse de suite. On ne va pas consulter le Parlement, on n'a pas le temps de réunir le Parlement. On n'a pas le temps de réunir le peuple par référendum pour décider de ce que l'on fait. Les ministres, l'exécutif de façon générale, ce sont des gens qui tranchent, qui décident. Même si ça déplaît à beaucoup de gens qui aient des gens qui aient du pouvoir, justement, qui aient cette capacité à gérer le pouvoir n'est pas forcément corrupteur. La question est de savoir qui est au pouvoir. Si vous prenez je vais prendre un exemple très con, mais qui est étranger d'ailleurs. On pourrait prendre l'exemple de Gaulle, c'était pas un corrompu, mais bon, si on va aller chercher à l'extérieur, il y a des tas de présidents. Il y avait le fameux président pauvre le plus pauvre du monde qui était, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais enfin, ce mec-là était adoré de sa population parce que justement, lui, il en avait rien à foutre des prétentions d'ego ou de richesse par rapport au pouvoir. Ce qu'il voulait, c'était agir pour son peuple. C'était un révolutionnaire d'ailleurs qui plus tard a été élu. Enfin voilà, il y a des gens qui ne regardent pas le pouvoir comme quelque chose qui leur permet simplement de se hisser personnellement. Donc il faut arrêter avec ces poncifs de dire le pouvoir est nécessairement corrupteur. Ça c'est absolument se désintéresser des êtres humains. Je suis à peu près certain que les 90% des personnes à qui suivaient actuellement cet atelier, si vous êtes propulsé à un ministère, même à la présidence de la République, ça fait des années que vous vous battez, ça fait des années que vous êtes en train de saouler votre famille, vos amis, vos proches pour dire faut qu'on se sorte les doigts du cul, qu'on vire ces salauds et qu'on leur prenne la main, qu'on fasse mieux. Merci Omar, le président de l'Uruguay. Vous avez la chance d'un coup de pouvoir accéder à une sphère de décision qui vous permet de servir l'intérêt public. Je pense que vous n'en aurez strictement rien à foutre du pognon que vous pourrez gagner ou pas, ou de satisfaire votre ego parce que vous avez un peu de pouvoir. La seule chose que vous allez faire, c'est dire ça y est, j'ai un peu de pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. Je vais enfin pouvoir servir le bien commun parce que ça fait des années que vous y pensez, parce que ça fait des années que vous le faites. Il faut à un moment réhumaniser les choses et arrêter d'être dans des slogans à la con qui visent à dire le pouvoir est nécessairement corrupteur. Non, il est corrupteur pour les gens qui sont corruptibles, mais pas c'est pas la majorité des gens qui sont corruptibles. Hein. C'est une toute petite oligarchie, c'est un entre-soi oligarchique qui est corruptible. Bon, alors on va s'intéresser donc
deux, trois personnes donc, qui m'ont été proposées par Alain. J'ai fait quelques recherches, notamment sur Christian Gérondeau, qu'il proposait pour le ministère de l'Industrie. Il y a plein de personnalités que je ne connaissais pas, donc je remercie beaucoup Alain, parce que bon, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il a pu me présenter, il y a des personnalités que je découvre, et c'est ça que j'aime bien aussi dans cet exercice, c'est nous permettre de découvrir des tas de gens. Alors Christian Gérondeau, il a 81 ans, il a fait Polytechnique et l'École nationale des ponts et chaussées. En 1970, c'est lui qui, en tant que délégué interministériel à la sécurité routière, a introduit les limitations de vitesse et le port de la ceinture de sécurité pour réduire le nombre de morts sur les routes. Il est aussi l'auteur des plans du RER parisien. En 1977, il devient secrétaire général adjoint du mouvement des sociaux libéraux, hein, c'est un libéral. Il a été chef de mission à la Commission européenne et à la Banque mondiale, donc il a quand même un certain bagage, hein, autant par sa formation que par les activités qu'il a pu exercer. Alors il s'est surtout fait connaître avec un livre, L'écologie, la grande arnaque, hein, publié en 2007, qui conteste en fait alors non pas le fait qu'il y ait un changement climatique, mais les politiques menées pour contrarier ce changement climatique. Il considère que c'est complètement con, et je suis bien d'accord avec lui, que de toute façon, mettre la focale sur l'enjeu du climat, c'est stupide aussi. Ça fait des dizaines de milliers d'années que l'humanité évolue avec un climat qui a été toujours très changeant, avec des périodes de refroidissement et des périodes de réchauffement. Il n'y a aucune raison d'en faire tout un foin. On s'adaptera, on ne va pas mourir parce que le climat se réchauffe, c'est complètement con. Par contre, le problème de la biodiversité est beaucoup plus intéressant à regarder si on veut vraiment parler d'écologie. Donc ce garçon dit que en fait actuellement il y a une espèce de corrélation entre des milieux altermondialistes, des associations, des gouvernements de gauche, en tout cas des politiciens de gauche, pour faire un lobbying sur le changement climatique et puis nous terroriser avec cette question, et surtout nous donner des réponses qui sont complètement stupides, qui sont en général moins focalisées sur ce que l'on peut faire industriellement, technologiquement. Par exemple, lui, de ses grandes propositions qui sont simples, c'est d'abord continuer avec le nucléaire, puisque c'est une façon de réduire nos rejets de gaz à effet de serre, hein. Ou alors on a le charbon, hein, mais bon, c'est pas très bon pour le climat. On sait très bien, vous parlez avec n'importe quelle personne qui gère les questions, qui est bon dans les questions énergétiques, vous verrez que le renouvelable, c'est à ses limites. Le renouvelable n'est pas bon pour des échelles industrielles, pour faire avancer des TGV. Il y a des limites à ça. Donc on n'a en fait pas beaucoup de solutions, mais si déjà on continue nos recherches sur la filière nucléaire, où nous sommes d'ailleurs les premiers mondiaux là-dessus, que l'on développe les réacteurs de 4e génération, que l'on va plus loin avec le thorium, on peut avancer encore et améliorer notre filière nucléaire tant pour des enjeux de réduire les déchets, d'avoir quelque chose qui soit un peu moins toxique, mais en même temps avoir une filière qui nous garantisse le moindre de rejet de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il dit que tout simplement, il faut aussi regarder au niveau des motorisations. C'est les motorisations des véhicules routiers qui vont jouer énormément. Moins on consomme de carburant, mieux c'est pour le climat d'une part, mais surtout, et c'est ça qu'il faut regarder en premier lieu, pour notre indépendance énergétique. La France ne produit pas de pétrole, le pétrole est une ressource épuisable et en voie d'épuisement, donc il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, donc il est un peu finalement dans je cherche le bon mot, le symétrique de Jean-Marc Jancovici, que j'aime beaucoup, qui part du même point, des mêmes solutions, mais par contre en mettant de côté justement ce discours apocalyptique avec le climat. Et il a bien raison. Jean-Marc Jancovici, c'est peut-être l'un de ses deux seuls torts que je lui reproche, c'est de nous faire chier avec le climat alors qu'il n'y a pas de raison de nous emmerder avec ça, et malheureusement d'abandonner quelque part toute idée de laisser la France décider par elle-même de ce qu'il y a à faire. Alors ensuite, il m'avait proposé
Alors là, je vais être beaucoup plus rapide parce que j'ai eu du mal à trouver des informations. À La Défense, il proposait le général Éric de la Maisonneuve. C'est un monsieur qui a 69 ans. Il est directeur de la revue Agir. Il est auteur d'un livre, La Chine à l'envers et à l'endroit. Et c'est justement un spécialiste de la Chine. Alors, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations que ça, malheureusement. Je ne sais pas du tout si c'est un atlantiste ou pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il pense sur les questions diplomatiques de façon générale. Mais voilà, si vous voulez découvrir quelqu'un qui a une pensée, hein, moi j'ai eu le temps d'écouter 2-3 interviews, c'était intéressant ce qu'il disait. Vous pouvez chercher Éric de la Maisonneuve sur internet et vous aurez des informations. À la santé, il proposait alors pareil des personnes que je ne connais absolument pas, qui sont le couple Gérard et Nicole Delépine. Alors le premier est chirurgien orthopédiste, la seconde est pédiatre et oncologue. Tous deux ne cessent font beaucoup de publications, que ce soit des livres qu'ils ont écrits ou des publications sur des journaux. Et notamment, ils sont très fâchés contre l'industrie pharma. Ils sont favorables au droit au choix thérapeutique pour les patients, ce qui est une façon aussi de contester la standardisation des protocoles de soins. Parce que par exemple, c'est ce qu'explique donc j'ai lu un papier de Nicole Delépine pour essayer de comprendre un peu sa pensée. Elle est donc oncologue, elle traite les cancers et elle explique qu'actuellement on est en train de standardiser les soins qui sont liés au protocole, enfin au cancer. Ça plutôt pour le compte de Big Pharma que réellement pour le bénéfice de la santé de la personne qui est malade. Il dénonce le fait que les médicaments anticancéreux soient non seulement peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix. Ça, c'est le titre d'un de leurs livres. Et ce qu'ils veulent, c'est réhumaniser la santé, remettre clairement des moyens dessus, revenir vers une attention plus forte vers les patients et clairement ne plus écouter Big Pharma. Ils se sont insurgés aussi sur le fait que l'agence alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est AMS, l'agence de l'autorisation des médicaments, de la mise sur le marché des médicaments, en gros en France, a rabaissé énormément ses standards pour pouvoir autoriser des médicaments pour les calquer sur les standards américains. Et pour eux, c'est une hérésie. En fait, je suis très content qu'ils m'aient fait découvrir ce couple-là parce qu'il n'y a rien à dire. Tout ce qu'ils peuvent dire en termes de santé, ça va dans le bon sens, clairement. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense à titre personnel. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Donc, je vous redonne leur nom si vous voulez les découvrir. Gérard et Nicole Delépine, hein, D-E-L-E-P-I-N-E. C'est un peu comme il dit avec Claude Bourguignon. C'est un couple très actif dans leur domaine de compétences et ils méritent d'être connus. Alors, dans les autres ministères qui m'avaient proposé, il y avait l'Outre-mer, comme je le disais, avec Dominique Fru. Dominique Fru, moi je sais que c'est quelqu'un qui est à l'UPR, qui est très actif, mais je ne sais plus du tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de documentation de bio sur lui, donc c'est difficile de pouvoir vous en parler. Je sais juste que c'est quelqu'un qui est très actif et voilà. Donc peut-être que quelqu'un pourra apporter plus d'informations sur Dominique. À l'instruction publique, alors là il a proposé une personnalité qui me paraissait un petit peu plus polémique, mais qui a aussi des choses intéressantes à dire, qui est très fâché d'ailleurs contre Blanquer. C'est Claude Meunier-Berthelot, donc Claude féminin, pas Claude masculin. C'est une dame de 74 ans qui a une formation de juriste, qui est diplômée de l'université Panthéon-Assas, qui a fait toute sa carrière à l'Éducation nationale et qui a publié de nombreux livres. L'un d'entre eux s'appelle L'école de la haute trahison. Alors, elle a un regard qui est quand même un petit peu très à droite, il faut être clair. Alors qui est à la fois élitiste dans le sens où elle veut clairement une instruction publique qui élève, hein, il n'y a pas photo, mais en même temps en se disant ça suffit d'accorder plein de droits, de passerelles favorables à des étrangers ou laisser tomber les zones rurales au profit des banlieues, etc. Et en fait elle a un regard sur l'instruction publique que j'ai pas eu le temps de bien saisir parce que vraiment j'ai pu lire qu'en biais les informations qu'elle donnait, mais qui est assez école à l'ancienne en fait. Restaurer une école à l'ancienne qui soit élitiste, qui élève et en même temps qui
voilà, elle considère que le côté républicain qui vise finalement à servir la soupe à tous les intérêts communautaires, etc., au travers de l'école, à aller formater des jeunes gens pour leur implémenter des idéologies, elle supporte pas ça. Et ça, je crois pas que ce soit critiquable. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc à partir de là, moi je vais lire vos propositions. N'hésitez pas à donner quelques informations qui complètent vos propositions. Donc à partir de maintenant, je dialogue avec vous. Donc je lis ce que vous dites et je réagis. Alors, Mathias Robin, tu as largement participé à l'extinction de Nuit debout et tu continues. Ah bon? Je crois que la Nuit debout n'a pas eu besoin de moi pour s'éteindre. Je crois que justement parce que j'ai pas pu m'exprimer correctement à Nuit debout du fait qu'il y avait des trolls d'Antifa, etc., qui braillaient en meute et qui empêchaient des gens comme moi de venir s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à Nuit debout, qui me suivent aujourd'hui justement parce que ce que je disais les intéressait. Quand je parlais de la haute trahison, du droit, de ce genre de questions, de la révolution, ça les intéressait. Ça n'intéressait pas les Antifa. Bon, et puis Nuit debout, c'était un truc de gauchiste. Les Français ne sont pas gauchistes, ne t'en déplaise. Mathieu Andrès, Sandrine Martinez, Gérard toujours là parce qu'il n'y a pas encore eu l'élément déclencheur pour accélérer sa perte via un bloc populaire massif qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Je pense que tu réagis par rapport à notre commentaire. Jérôme Audio, c'est l'édition d'une liste de concitoyens pour un gouvernement populaire. Oui, en gros, on fabrique un gouvernement populaire, c'est nous qui nommons des personnalités qui nous intéressent. Elles ne sont pas nécessairement au courant, elles ne sont pas nécessairement d'accord pour occuper un tel mandat, mais on s'en fout. Justement, j'aurais tendance à dire qu'une personne qui refuse d'occuper un mandat auquel on la plébiscite, on peut d'autant plus lui faire confiance et il faut lui mettre la pression pour qu'elle soit là. Parce que quelqu'un qui refuse un mandat qui lui apporte clairement une dose de pouvoir, de capacité de faire, c'est... Enfin voilà. Alors, Sabine, les mandats révocatoires n'existent malheureusement pas encore. Par contre, si justement on fait un secrétariat d'État à la constituante ou aux réformes constitutionnelles, peu importe, afin d'organiser des référendums qui permettent les changements constitutionnels, introduisant le RIC notamment à but révocatoire, eh ben, c'est pas tellement notre gouvernement de transition dont on se fout un petit peu qu'il soit révocable ou pas, parce que lui, il va pas durer plus de 3 mois, de façon générale. En revanche, ce qui sera la suite, qu'importe si ça correspond à ce qu'on espérait ou pas, mais ce qui sera la suite, si on a organisé les référendums qui vont bien en ce sens, tous les mandats seront révocatoires. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut placer nos pions. Il faut placer nos pions au gouvernement pour que justement la révocabilité des mandats devienne une possibilité. Frédéric, as-tu contacté Maxime Nicole? Oui, à plusieurs reprises. Il considère que je suis un conspi, un mec d'extrême droite, etc. Il veut pas prendre contact. Pourtant, Étienne Chouard, à une conférence commune, un débat public où il était avec Maxime Nicole, avait évoqué mon nom à 2-3 reprises. Ça l'interroge pas. Bon, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est con, parce que des gens comme Maxime Nicole, Éric Drouet, etc. ont une certaine visibilité qui nous serait bien utile, mais bon... Ils sélectionnent, ils filtrent qui mérite d'être entendu en fonction de leurs propres critères idéologiques. Donc quand ils disent qu'ils sont là pour relayer la parole publique, faire entendre des nouveaux sons de cloche, c'est pas vrai. Maxime Nicole fait entendre les gens qui l'intéressent, qui sont raccord avec ses idéologies, qui est gauchisante, pour le moins qu'on puisse dire. Gwen, ce soir nous proposons les secrétaires d'État. En fait, tu peux proposer n'importe quoi, ministère ou secrétariat d'État, c'est fonction de ce que tu as comme idée. Bonsoir Janelle. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Désolé, si vous avez posé des questions ou réagi, publié des commentaires pour m'interpeller tout à l'heure pendant que je faisais mon blabla, j'ai pas pu vous lire parce que je me concentrais sur ce que je disais, donc c'est le moment de les remarquer. Alors, Jérôme, tu fais comment pour ce gouvernement et président en place? Donc, je vais rappeler ce que j'ai dit au point de départ. On part du postulat qu'on a réussi à renverser Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc, à partir de là, on impose au président du Sénat qui, de par les règles constitutionnelles en vigueur, reprend la main, assure l'intérim présidentiel. On ne s'occupe pas du président. Le président n'est pas notre problème.
À la rigueur, si tu veux te chercher un problème, tu cherches la question du Premier ministre. Mais le président de la République n'est absolument pas notre problème. L'intérim sera assuré par Gérard Larcher pour quelques semaines, le temps d'organiser des élections présidentielles et législatives anticipées. Donc notre problème est de lui imposer un gouvernement. Et encore une fois, je le répète, Gérard Larcher, tout oligarque qu'il est, tout franc-maçon qu'il est, puisque tout le monde, il y en a plein qui n'arrêtent pas de me faire chier avec le fait qu'il soit franc-maçon, la seule chose qu'il voudra, c'est se retirer de la dignité au moment où il y a une vaste purge. Mathias me dit que je suis un bouffon. Bah écoute, si ça te plaît de le dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pense ce que tu veux. Petite Bulotte propose à la santé, je vais noter pour faire mes recherches, Thierry Janssen, je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais quand tu proposes quelque chose, Bulotte, n'hésite surtout pas à donner quelques informations supplémentaires. Ça permet d'informer tout le monde des raisons de ta proposition. Liliane, je partage... Oh là, alors là, il va falloir afficher plus parce que tu as mis du texte. Oh là, t'en as mis trop, Liliane, pour que ça soit facile. Hein. Je partage un avis d'un jeune étudiant en droit constitutionnel, Christian Chewbacca. En principe, dans une vraie démocratie, on ne devrait pas avoir un président, un premier ministre ou encore un chef du gouvernement parce que l'existence d'un chef implique un pouvoir autoritaire contre tous ceux qui s'opposent à lui. Je suis stupéfaite de constater qu'aucun juriste français n'en a fait l'observation. Bon, ça, c'est du bullshit. D'abord, tous les États sont gérés par des gouvernements. Même la Suisse, qui est une réelle démocratie, a un gouvernement. Donc c'est faux, tout simplement parce que le gouvernement, le pouvoir exécutif, son premier rôle, c'est justement de gérer la paix et la guerre. Donc ça veut dire, encore une fois, je prends une caricature, mais c'est la meilleure façon d'expliquer à quoi ça sert un gouvernement. On se fâche avec les États-Unis, hein, on a décidé de se retirer de l'OTAN, on ne va plus du tout avoir une politique pro-atlantiste, être les larbins des États-Unis. Ils sont très fâchés parce qu'on s'oppose à eux sur une question diplomatique et un jour ça dérive à la guerre. Ils nous envoient des ogives nucléaires à la gueule. On a 2 minutes pour réagir. Tu crois que tu vas consulter le peuple par référendum pour savoir quoi faire? Non. Tu vas réveiller le président, tu vas réveiller le ministre de la Défense, tu vas réveiller les généraux et tu vas avoir 2 minutes pour réagir. Voilà à quoi sert un gouvernement fondamentalement et voilà pourquoi il y a toujours eu des chefs d'État depuis la nuit des temps. C'est anthropologique, hein, je dirais même. Hein. Même les tribus se donnent des chefs. C'est pas une question. La question du chef, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité et l'autoritarisme sont deux choses très différentes. Par ailleurs, des chefs peuvent tout à fait être contrôlables et révocables. À un moment, il faut être clair. Et puis, à un moment, faut être clair. Hein. Le peuple, de façon générale, n'est pas capable collectivement de donner une pensée précise, experte, cohérente sur tout un tas de sujets. Chacun d'entre nous pouvons avoir un avis expert sur certains sujets. On peut avoir une opinion générale sur des politiques publiques générales, mais nous ne sommes pas des experts. Nous ne sommes pas du tout des experts. Il nous faut des experts, que tu le veuilles ou non. Alors, Mathieu propose pour le ministère des Affaires étrangères, Pierre-Emmanuel Thoman. Alors, docteur et toujours enseignant de Paris 8 en géopolitique. Il travaille sur les relations franco-allemandes, les affaires européennes, la défense et la sécurité mondiale. Et il donne un lien pour mieux le connaître. Donc, je vais juste noter son nom pour la prochaine fois. Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu peux me dire grosso modo sa vision politique, ne serait-ce que par rapport à l'Europe, l'OTAN et justement nos relations avec l'Allemagne? Ce serait toujours bon à prendre. Voilà, j'ai noté son nom. Hop, je continue de lire vos commentaires. Alors, Dave, avant tout, il faudrait penser aux Français morts au travail et personne n'en parle. Non seulement ils sont morts pour rien, ils auraient dû ne pas mourir. Le 27 décembre 1974, 42 personnes sont mortes dans la mine de Liévin et personne parle de cette catastrophe oubliée, oui, parce qu'elle date tout simplement. Il y a des tas de gens qui meurent dans des accidents de travail. Maintenant, enfin, tu as des personnes qui sont plébiscitées justement, qui ont un regard par rapport à ça. Là, je reprends par exemple dans les propositions
d'Olivier, c'était pas le seul à m'avoir parlé pour, alors je vais essayer de retrouver le nom, voilà, de m'avoir proposé les pinsons Charlot sur les questions sociales et de travail. On m'a aussi proposé Bernard Friot, c'est quelqu'un c'est un communiste qui a un regard qui est très social sur la question du travail. Donc non, c'est justement à toi de proposer des personnalités qui correspondent à ta vision de ce qui pourrait améliorer la sécurité au travail. Jérôme, je comprends Sylvain, mais tu renverses comment ce gouvernement, car si tu pars du principe que c'est fait... alors, ça c'est aussi... Là, c'est ma partie plus activiste. Là, ce que l'on fait actuellement... c'est le travail politique et intellectuel, on va dire. Par contre, concrètement, pour renverser un gouvernement, je ne cesserai de répéter, venez devant les médias. Le 11 janvier prochain, on organise la prochaine session un grand cortège qui va partir de Radio France, en passant par TF1, BFM TV, CNews, et puis va s'arrêter sous les fenêtres de France Télévisions. C'est pas pour rien d'ailleurs que je vous ai communiqué un lien qui date de 4 ans pour vous rappeler à quel point ces gens nous méprisent, y compris dans les médias publics, en sachant que si on veut avoir la possibilité de réinformer les Français, leur parler des personnalités que là par exemple on désigne, leur dire voilà, on vous propose une relève, expliquer en quoi il est légitime que Macron et son gouvernement de mafieux soient renversés pour des motifs juridiques, hein, c'est-à-dire quand on a des criminels au pouvoir, dans un état de droit, ça n'est pas acceptable. Il faut pouvoir appeler les armées à faire pression. Donc pour ça, il faut clairement occuper les médias, occuper le Parlement aussi pour leur mettre la pression. Hein. C'est le Parlement qui peut voter la destitution de Macron dans les formes. Donc actuellement, on sait bien que nous avons un Parlement soumis, mais enfin, ils sont soumis parce que justement, ils n'ont pas peur de nous. On n'est jamais en train de les emmerder. On a des abrutis qui viennent faire chier les gilets jaunes, qui sont black bloc, antifa, gauchistes, etc., qui aiment bien insulter la flicaille, la caillassée, orienter tous les cortèges sur les centres-villes, là où il n'y a absolument rien, il n'y a aucune institution de pouvoir. Les parlementaires, ils sentent bien, hein, c'est loin d'eux que ça se passe. Hein, ils ne sont pas emmerdés. Les journalistes, ils sont tranquilles, c'est pas sous leur fenêtre que ça se passe. Donc, tant qu'on n'emmerdera pas les gens qui ont le pouvoir politique en France, le pouvoir médiatique en France, ça se passera bien pour ces gens-là. On ne renversera personne. Le jour où on se décidera à aller emmerder réellement ces gens-là, aller au-devant d'eux, leur mettre la pression, leur faire peur, je pense que ça va se passer différemment et que là, cette fois-ci, Macron commencera à flipper. Pour l'instant, personne ne le fait flipper. Personne ne le fait flipper. Alors, Janelle, pourquoi pas Éric Zemmour à la culture? Il est très cultivé, bah pourquoi pas. Écoute, on le note aussi pour la culture. Culture Zemmour. Hop. Tac, tac. Alors, tu me files la bio, là je pourrais pas noter le lien, mais bon, je regarderai ça plus tard. Hop, Thierry Casanova nous propose Frédéric Plantel, c'est quelqu'un qui a déjà été proposé plusieurs fois, donc je ne vais pas le noter, mais ça va faire partie des personnalités qui vont apparaître dans les scrutins. Bonsoir Ray. Jérôme, tu connais le protocole pour l'insurrection civile, même avec une bonne foi? Non mais enfin, il n'y a pas de protocole. Je veux dire, toutes les insurrections, c'est d'abord, c'est simple, hein, une révolution, c'est quand le chef d'État est pointé du doigt. Donc quand les gilets jaunes gueulent dans la rue Macron démission, déjà ils ont un comportement de révolutionnaire. Ils se conduisent en révolutionnaire parce qu'ils ne sont pas en train de négocier le point de chaîne comme le font actuellement les syndicats pour pouvoir nous faire passer la pilule et puis finalement légitimer Macron dans sa position. Parce que quand on veut négocier avec le traître le point de chaîne, on est en train de le légitimer à sa place. Quand on est en train de dire non mais on sait même pas qu'on veut négocier le point de chaîne avec lui, on veut le virer, hein, on veut même pas le laisser parce que qu'est-ce que font les syndicats là actuellement? Là, même s'ils remportent la bataille, ce qui risque de se passer, Macron retire son projet de loi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Macron, il est toujours au pouvoir, il va nous passer d'autres pilules. Toutes les autres pilules qu'il nous a déjà fait passer, elles vont rester, hein, parce que ces gens-là ne dénoncent pas Macron.
Ils ne veulent pas le virer. Ils n'en ont rien à foutre. D'ailleurs, ils ne se mélangent pas aux gilets jaunes. Ils nous insultaient d'extrême droite au point de départ. Hein, aujourd'hui, ils nous font les yeux doux, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas être avec nous le samedi. Il ne faut pas appeler à manifester le samedi. Il faut appeler à manifester le jeudi, le jour où la majorité des gilets jaunes travaillent. Ne peuvent pas se déplacer. Au pire, ils ont leur bon à garder. Enfin, ils ne peuvent pas se déplacer en semaine. Les syndicats font leur truc pour leurs intérêts corporatifs. Donc clairement, moi, déjà à la base, je pars de ce principe-là. Ayons la logique révolutionnaire, dénonçons Macron, dénonçons le gouvernement, on veut les virer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tous les révolutionnaires ont occupé des parlements nationaux. On occupe des médias, on fait appel à l'armée, on dit à l'armée faites pression, on ne veut pas que vous fassiez un putsch ou que vous repreniez le pouvoir, mais dégagez le tyran, dégagez-le. En Tunisie, c'est pas le peuple qui rentrait encore une fois dans le palais présidentiel pour virer Ben Ali, c'est l'armée qui, saoulée de voir autant de désordre permanent, de voir que leurs frères, leurs sœurs, parce que les militaires ont ont de la famille dans le civil qui manifestaient, se faire matraquer par la police politique de Ben Ali, ont à un moment sifflé la fin de la partie, ils ont été voir Ben Ali, ils lui ont dit voilà, tu as 5 minutes pour faire tes clics et tes claques, tu dégages. La question a été réglée. Donc même quand on est un antimilitariste idéologique au plus haut point, la question du régalien, de l'armée, de faire de l'influence, du travail de sensibilisation auprès de nos armées et même de la police nationale, n'en déplaise à certains, c'est essentiel pour des révolutionnaires. Ce sont les institutions régaliennes, c'est-à-dire en armes, qui finissent le boulot pour nous. Les civils sont là pour mettre la pression au niveau des institutions de pouvoir et les institutions régaliennes finissent le boulot pour nous. C'est aussi con que ça. Donc ensuite, il n'y a pas de protocole. Je veux dire, il y a pas de. Je dirais que le seul protocole de travail, la seule logique, c'est soyons procéduriers, soyons pacifiques, parce que justement, il ne faut pas donner de latitude à ce gouvernement de salopards pour voter à la fois des lois qui répriment toujours plus notre droit de manifester, mais aussi pour nous asthmater la gueule, parce que chaque fois qu'il y a un connard qui va jeter une pierre sur un flic ou l'insulter, qu'est-ce qui se passe en retour ? Eh ben, le préfet peut légitimement dire « vous me réprimez tout ça, on disperse cette manifestation parce que ça part en sucette ». Donc, ces connards de Black Bloc à la con, ils leur donnent la main. Ils travaillent clairement pour Macron. Ce sont des idiots utiles. Alors, Mike, il nous faut un Frexit et un bon RIC. Après cela, c'est la majorité qui décidera. Oui, mais pour faire le Frexit, tu mets qui pour le faire? Il va pas apparaître par enchantement. Hein. C'est pas une élection non plus qui va nous permettre d'avoir des personnes qui vont le placer. Tu as bien compris que les médias sont corrompus et ne font propagande que pour l'oligarchie. Donc, si tu veux que ces grandes avancées politiques soient là, il nous faut les personnes. Il nous faut les bonnes personnes au gouvernement. Je suis désolé si ça bug, Jérôme. Répression devant les casernes, les médias et Sénat, Gérard Larcher. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas à aller devant les régiments. N'hésitez pas à donner une petite lettre. Nous, c'est ce qu'on a fait à Neuvy-Payou. On a transmis une lettre au chef de corps en disant voilà, protégez-nous. On se fait asmater par les flics. On a un traite au pouvoir. On a donné quelques explications. On avait les caméras de France 3 avec nous. Et ça s'est bien passé, quoi. Je veux dire, allez devant les régiments. C'est très con pour faire de l'influence. Michel, je propose que vous fassiez une cagnotte, que vous achetiez une île ou un terrain loin du pays et faites votre vie, car vous êtes barré et vous allez finir à l'hôpital psy. Oui, si ça t'amuse comme d'habitude, j'ai toujours allé à les mêmes trolls. Mais parfois, ouais, j'aimerais bien faire une cagnotte pour mieux me battre. Là, je finis à 0 le mois et j'en ai marre, quoi. Sandrine Martinez, l'armée est soumise aussi, pas nécessairement. Il y a des généraux qui sont soumis, il y en a d'autres qui gueulent, et puis surtout l'armée du rang, c'est-à-dire les simples soldats, sont comme toi et moi. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont très bien informés, qui d'ailleurs le sont d'autant plus parce qu'ils vont sur des théâtres d'opération et voient les réalités objectives de notre diplomatie. Et il y a des gens qui sont moins informés, il y a des gens qui sont un peu concons, il y a de tout. Dans l'armée, il y a de tout. C'est des citoyens comme toi et moi.
Dans ta famille, il y a peut-être des militaires ou pas, mais il faut arrêter avec ce délire. L'armée ou la police est soumise, c'est beaucoup plus compliqué. Toutes les institutions, armée, police, magistrats, éducation nationale, toutes, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les juges, etc., pour grande partie ne sont pas des traites ou des collabos, sont simplement en train de protéger leur carrière, leur tranquillité, sont des gens qui regardent Hanouna et se désintéressent de la politique et sont défaitistes. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas de la collaboration active ou de l'idéologie ou de la recherche de pognon. C'est simplement qu'ils ont les mêmes problèmes que la majorité des Français qui se bougent pas leur cul, hein. La majorité des Français, durant la Deuxième Guerre mondiale, ne résistaient pas. La majorité des fonctionnaires, finalement, collaboraient. Donc, à un moment, il faut être clair. Il faut comprendre ces ressorts-là. C'est humain. C'est absolument humain. Au lieu de leur chier dessus, de leur cracher dessus, il faut aller les sensibiliser. C'est ça qui marche. Camini dit de venir nombreux devant les médias de propagande. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Je vous appelle encore une fois à me faire confiance, bordel de merde, le 11 janvier prochain, c'est le début du mois, vous avez logiquement du pognon sur le compte, vous pouvez faire un covoiturage pour monter à Paris ce week-end, hein, c'est un samedi, on organise ça tous les premiers samedis du mois, c'est fait exprès, parce que c'est le moment où vous avez du pognon, c'est le moment où aussi vous pouvez majoritairement vous déplacer, c'est pas un jour de semaine, donc venez devant les médias de propagande, c'est là que ça se passe. Alors Mathieu, pour Pierre qui parlait de Pierre-Emmanuel Thoman, il dit que ce dernier parle de déséquilibre dans nos relations avec l'Allemagne, parlant d'utopie française avec la question de la centralisation européenne, en voulant garder l'idée de couple réactif, alors que l'Allemagne n'a d'idée que de s'étendre vers l'Est pour équilibrer la balance face aux États-Unis. Je te remercie pour ces précisions. Alors, Michel, les antifas orientent personne, ils suivent... Tu dis n'importe quoi. Si les antifas sont... Enfin, oui, c'est sûr qu'ils orientent personne parce que de toute façon, les Français ne sont pas gauchistes. Alors déjà, c'est pas des idéologues antifas à la con. Les antifas sont des marginaux, ils ne représentent strictement rien. C'est juste des petits cons idéologisés, qui sont sectaires, qui sont maccartistes, qui sont complotistes, qui voient de l'extrême droite partout, jamais devant leur miroir, alors que eux ont des comportements de fachos. Bon, c'est des suiveurs, effectivement, hein, ils se laissent influencer par des abrutis, enfin, là pour le coup, souvent par des enseignants, parce que malheureusement le phénomène démarre dans les universités. Au ministère de l'Antifa, je propose Diodo. Ça, c'est Christophe qui blague avec ça, ça pourrait être rigolo. Sandrine, il serait temps d'aller faire flipper les médias, évidemment. Ray, moi je dis si on avait voulu Macron, il y a longtemps qu'on l'aurait chopé. Ouais, moi je pense que Macron peut avoir sa pause sans problème. On a toutes les charges contre lui. Je veux dire, il a commis des crimes de haute trahison, il fait de la répression de son opposition politique, ça s'appelle des crimes contre l'humanité en droit français. Il a bombardé la Syrie de façon tout à fait illégale. Je veux dire, c'est ce type... Au-delà du fait que son mandat est complètement usurpé puisqu'il a joui d'une propagande dégueulasse et qui viole d'ailleurs les règles du CSA afin qu'il soit élu, son mandat est usurpé, mais en plus, même durant son mandat, il a commis des crimes. Il n'a rien à foutre à la présidence de la République. Ce mec-là, il a que des casseroles judiciaires au cul, il est bon pour faire de la cabane pour au moins 30 années de prison si on le veut. Maintenant, si on veut pas l'emmerder, qu'on le laisse tranquille, en n'allant pas devant le Parlement ou devant les médias qui lui servent la soupe et qui lui assurent son pouvoir, bah oui, il continue. Hein. Les manifs de centre-ville, ça le fait rire. Hein. Clairement, ça le fait rire. Michel, allez faire des concerts de casseroles chez les députés, en osmose. Allez les faire chier, ces connards de députés. Frédéric Plantet, Zemmour trop politisé, plutôt un acteur ou un chanteur pour le ministère de la Culture. Tout à fait, ou on pourrait aussi dire un écrivain, ce qu'est Zemmour d'ailleurs du reste. Enfin, de toute façon, c'est forcément des gens politisés, hein, donc il y aura forcément une couleur politique, non pas en fonction d'un parti, mais une orientation. Hein. Il y a forcément une philosophie politique qui va s'implémenter dans chacun des ministères. Ce qui est intéressant par contre, c'est que là, je vais vous donner par exemple les résultats des 4 scrutins que l'on a. Bon, c'est des tendances parce qu'il n'y a pas assez de monde pour voter. Donc sur le site jugement majoritaire,
Pour le ministère de la Défense, je vous dis les personnes qui étaient proposées. Il y avait Pierre Conessa, il y avait le général Didier Tauzin, il y avait le général Pierre de Villiers, il y avait Alain Chouet, il y avait Georgi Kosmanovic. Le plus connu d'entre tous, c'est évidemment le général de Pierre de Villiers. Et évidemment, c'est lui qui a été le plus plébiscité par rapport à tous les autres. Et ça, je pense que c'est réellement les faits. Les autres, je les connais pas bien, donc voire je les connais pas du tout, donc je vais voter pour celui que je connais le mieux. Et comme on se rappelle qu'il avait fait un bras d'honneur à Macron et dit je démissionne, bon voilà, on se dit il est sympa. Sauf que les gens qui ont voté n'ont peut-être pas fait gaffe que ce mec-là est un atlantiste pur jus. Hein, lui, il veut rester dans l'OTAN et il est aussi européiste. Bon, maintenant, comme de la même façon, il y a beaucoup de gens qui disent aux affaires étrangères, on veut Asselineau. C'est assez rigolo, parce que d'un côté, on aurait un Pierre de Villiers à la Défense qui est plutôt atlantiste et européiste. De l'autre côté, le strict inverse aux affaires étrangères, donc les deux devraient mêler leur violon. De la même façon qu'on peut avoir un Bernard Friot aux affaires sociales qui est un communiste pur jus qui veut faire le salaire universel. Et à la culture, si par exemple on avait un Zemmour, bon là on a un mec qui est clairement de droite qui a sa vision. Donc c'est aussi l'intérêt pour moi de créer un tel gouvernement, c'est qu'il est composite. C'est-à-dire que les Français en réalité ne sont pas des idéologues, ils sont pas hyper à gauche ou hyper à droite. Par contre, ils considèrent qu'en fonction des sujets, une orientation politique, une vision, ça peut être bon. Donc si on a un gouvernement qui est diversifié dans ses orientations politiques, non seulement ça neutralise le côté idéologique, parce qu'on se dit il n'y a pas un gouvernement qui est monolithique dans sa vision idéologique, mais en plus, on a une capacité à justement pouvoir avoir une diversité en données pour tout le monde. Les gens qui sont très à gauche seront contents parce qu'ils auront quelques personnalités de gauche dans ce gouvernement. Les gens qui sont très à droite seront très contents parce qu'ils auront quelques personnalités très à droite dans ce gouvernement. Et puis les gens qui n'en ont rien à foutre de la gauche ou de la droite, mais juste des gens compétents et visionnaires, seront très contents parce qu'ils auront des gens du civil, comme on dit, qui seront là pour justement réagir. Donc c'est ça aussi l'intérêt, hein. Il faut pas avoir peur d'avoir un gouvernement qui mêle des idéologies très différentes. Alain, les antifas n'ont aucun avenir, c'est surtout une honte réelle, totalement. Mais enfin, j'espère quand même qu'à un moment, les Gilets jaunes vont prendre conscience de ce phénomène-là parce qu'ils ont été extrêmement trollés. Le pire, là, actuellement, c'est à Toulouse. Toulouse, c'est un vrai nid actuellement. Les gauchistes sont vraiment en train de tout saloper là-bas. Et bon, c'est pas la seule ville qui est atteinte, hein, mais les gauchistes qui nous faisaient pas chier le premier mois, enfin, à part nous insulter, dire qu'on était d'extrême droite, sont venus nous infiltrer, les antifas n'étant que la milice des gauchistes. Et malheureusement, la majorité des Gilets jaunes sont des simples Français qui ne connaissaient pas tous ces trucs-là. C'était des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique. La première chose qui les a fait gueuler, ce sont les taxes. Hein, et ce sont des gens qui sortent des campagnes, qui sont dégoûtés par la politique, qui rejettent tout ça, qui s'intéressent pas aux idéologues, qui se revendiquent ni de gauche ou de droite, ils en ont rien à foutre de tout ça. Donc évidemment, le phénomène antifa qui n'est connu que de nos réseaux, hein, qui nous connaissons bien ces questions-là, parce qu'on est plus intriqués, parce qu'on est militants, parce qu'on se fait cracher dessus par ces connards-là, nous on savait ce que c'était dès le départ. Mais les gens, quand vous avez des gilets jaunes qui disent oui, mais il faut faire finalement une convergence, faut laisser tout le monde venir. Oui, mais en faisant cette logique-là, on laisse l'extrême gauche la plus débile s'infiltrer et faire finalement ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire prendre le contrôle. Les antifas, les gauchistes sont en train de prendre le contrôle des gilets jaunes, sont en train de nuit deboutiser les gilets jaunes. Et ça, je mets en garde les gilets jaunes. Il faut absolument ne pas se laisser emmerder par ces cons-là. Il faut les asthmater, il faut leur faire comprendre que leur idéologie de merde, leur volonté d'empêcher toute organisation, toute représentation, de faire des choses qui sont déclarées, qui sont efficientes, qui nous évitent de nous confronter avec les flics, d'ailleurs de ne pas avoir les insulter à chaque fois qu'on est dans les cortèges, c'est essentiel. Et si ces cons-là, ils ne comprennent rien, il faut à un moment leur faire fermer leur gueule. Et je félicite d'ailleurs les camarades là de Tours qui ont réussi à faire ça. Il y en a quelques-uns là qui sont actuellement en train de suivre, parce que ça a été une bataille. Les antifas et les gauchistes ont foutu la merde à Tours, si bien qu'à la fin, c'est parti en eau de boudin.
Sauf qu'à un moment, les gilets jaunes locaux ont commencé à capter ce qui se passait et il y en a une bonne poignée qui, dans des assemblées générales, leur ont dit mais ça suffit quoi, arrêtez de nous casser les couilles. À un moment, c'est simple hein, comme discours. Arrêtez de nous casser les couilles. On n'en a rien à foutre de votre idéologie de merde. Vous n'avez pas forcément raison. Alors, Médéric. J'en ai vraiment plein les fesses de ces espèces de leaders qui continuent à faire des manifestations et qui plus est déclarés. J'ai envie de pleurer quand je vois le nombre de personnes qui ont été blessées. Ah oui, parce que, alors, bah, je vais pas aller plus loin, mais enfin, Médéric. Si tu fais une manif qui n'est pas déclarée, ou qu'elle soit déclarée ou pas, hein, de toute façon, ta manif, il y aura des flics qui vont venir. Sauf que la mission va pas être la même en fonction qu'elle soit déclarée ou non. Si elle est déclarée, ils sont là pour faire du maintien de l'ordre parce qu'ils savent, en fait, ils sont là pour créer les déviations quand tu vas utiliser la chaussée. Au départ, la déclaration c'est pas une demande d'autorisation, c'est une déclaration. C'est le mot à son sens. Et la logique de départ, ça n'était absolument pas pour emmerder les gens, c'était simplement pour faciliter la circulation automobile. Parce que quand tu vas utiliser la chaussée, bah, c'est pas parce que toi tu manifestes que Tartampion qui amène son gosse à l'hôpital parce qu'il a un souci doit d'un coup être bloqué par une manifestation. Il faut bien que la préfecture puisse créer les déviations nécessaires. Et puis comme il y a toujours des excités dans les manifs, bah, c'est con, mais oui, il faut des flics pour assurer le maintien de l'ordre. Et si possible, faire comme ce que savent très bien faire les Allemands ou les Anglais, mettre des policiers non pas en armure, là, mais carrément au plus près des manifestants, en uniforme, et qui soient plus là pour médiatiser et calmer le jeu, plutôt qu'aller faire du rentre-dedans. Mais nous, bon, en France, malheureusement, ce qu'on leur demande de faire, c'est, on dit, voilà, laissez les abrutis caillasser, insulter, vous chauffer bien à bloc, laissez-leur faire leurs conneries, et quand... vous serez bien chauffé, quand il y aura eu assez de casse pour les images à BFM, vous dispersez tout ça, de toute façon vous avez le droit, vous avez la légalité pour vous, vu qu'il y a eu des incidents provoqués par des abrutis qui ne comprennent rien. Au final, donc les abrutis qui ne comprennent rien à ces questions de procédure, de pacifisme, entre guillemets, parce que je ne suis pas un pacifiste contrairement à ce que certains disent, qui veulent absolument s'en prendre aux flics qui ne sont pas notre problème. Hein. Notre problème, il est plus haut, il s'appelle Macron. Hein. C'est pas les flics, c'est pas notre problème fondamentalement. Mais qui sont dans la haine anti-flic, dans le délire ACAB, etc. Ils veulent juste avoir de l'adrénaline à bon compte et aller se fighter avec des flics. Ces connards-là, c'est eux les responsables des blessés. Jérôme Rodriguez, quand il a été blessé, quelques secondes avant de se prendre un coup de flashball à la gueule, il explique qu'il y a des black blocs qui sont en train de chauffer les flics. Le dernier qui a été blessé est Manu, qui vient du Nord, là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a à une trentaine de mètres de lui, quand il est en train de parler à la caméra juste avant de se faire blesser, il y a des black blocs qui sont en train de chauffer les flics. À un moment, je sais pas, ça réfléchit, ça cogite. Est-ce que vous comprenez que les provocateurs sont justement les premiers responsables des blessés parmi les manifestants? Que le fait d'aller provoquer les flics, ça entraîne une chaîne de conséquences, une réaction de violence policière qui nécessairement, comme elle est contre des foules, elle est difficile, c'est difficile de réagir contre des individus surtout que les black blocs, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? C'est qu'ils se barrent. Hein, ils provoquent et ils se cassent dans l'anonymat des foules. Donc c'est pas des gens courageux. Donc qu'est-ce que font les flics? Eux, ils répondent de toute façon aux ordres, ils vont disperser la foule avec tous les moyens qu'ils ont. Et ce sont des gens pacifiques qui n'avaient rien fait, qui n'avaient peut-être même pas insulté les flics, même pas ça, hein, qui ne les avaient pas provoqués, qui se mangent des coups de flashball à la gueule à cause de ces sous-merdes de black bloc et de ces trous du cul qui ne comprennent toujours pas que être procédurier, c'est nous sécuriser et rendre légal ce que l'on fait et surtout couper l'herbe sous le pied à Macron, Castaner, etc. qui ne peuvent rien faire contre ça. À partir du moment où on est procédurier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a respecté la loi entre guillemets, on est là tout à fait légalement, on est pacifique, on n'est pas des délinquants en train de casser des abribus, des vitrines ou caillasser des flics, on est des honnêtes citoyens qui nous révoltons contre notre oligarchie. Et ils ne peuvent plus rien contre ça, parce qu'on a absolument rien à leur donner pour pouvoir nous réprimer.
À un moment, réfléchissez, putain. Je sais que c'est compliqué pour certains de réfléchir, mais putain, réfléchissez. C'est pourtant pas si difficile que ça. Sandrine, Serge Petit-Demange a fait un appel à l'armée, c'est négatif, oui, mais enfin Serge Petit-Demange, excuse-moi, mais c'est d'abord déjà dans ce qu'il dit généralement dans le droit, il dit des conneries. Je me souviens de ce qu'il avait pu dire sur une réforme judiciaire qu'il a très mal interprétée. Et tout le monde avait partagé parce que ça faisait bien, ça faisait du droit, mais non. Et puis, ce mec-là, il est un peu spécial. Honnêtement, faut dire ce qu'il est, il est un peu spécial. C'est pas juste de toute façon, c'est ni un Serge Petit-Demange, ni un Éric Fioul, ni moi-même qui suis un peu spécial à ma façon, je le reconnais, hein, je suis pas, pour beaucoup de gens, je suis un mec un peu barré dans mes utopies, ça je peux l'entendre. Mais c'est pas des gens comme nous qui se suffisent. C'est le peuple, c'est en tout cas le peuple insurgé, cette partie du peuple qui est en insurrection, qui doit aller au-devant des militaires. D'abord, justement, une des bonnes raisons de ne pas se fighter avec les flics, c'est que dans la maréchaussée, il y a souvent des gendarmes. Hein, d'ailleurs, qui se font insulter comme si c'était des flics, ce ne sont pas des flics. Ce sont des gendarmes, ce sont des militaires. Ils sont au contact de la population. Et en général, les gendarmes sont quand même une attitude avec les gilets jaunes qui n'a rien à voir avec l'attitude des flics. Mais c'est eux qui font influencer. Et on est au contact de la gendarmerie et de l'armée avec eux. Enfin voilà, je ne sais pas si un jour ces choses-là finiront par être compris. Alors, Michel, rendez-vous le 11 janvier, on sera là, les antifas. Si vous voulez, amenez-vous, ça va être rigolo. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas de problème avec le fait que des idéologues, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur prise de position, viennent nous rejoindre. Au contraire, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais si jamais vous foutez la merde, si vous nous cassez les couilles, je serai le premier à vous virer avec les camarades. Et clairement, on va dire aux policiers, vous nous les virez, on n'en veut pas. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous jouez notre façon de jouer, et notre façon de jouer n'est pas du tout la vôtre. Soit vous ne voulez pas respecter ça, vous voulez juste aller vous fighter avec des gens que vous ne pouvez pas blairer parce que vous les considérez à tort d'extrême droite, ou vous fightez avec les flics parce que vous êtes dans votre aide anti-flic primaire. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous n'avez pas le contrôle des manifs que moi j'organise de mon côté. Et je peux vous assurer que les camarades qui sont là depuis des années à participer dans cet effort collectif partagent exactement la même philosophie de travail. Et ils vous aiment pas. Donc c'est pas la peine. Et pourtant, il y a des gens qui sont très à gauche. Hein. Mais les antifas, ils les aiment pas. Ils savent très bien ce que vous êtes. Ray, je te laisse. Super ta vidéo. Oui, de toute façon, je vais pas rester. Même si je n'aime pas qu'on critique les Black Blocs, c'est les seuls qui ont fait bouger mal. Les Black Blocs n'ont rien obtenu. Quand on sera capable de me dire ce qu'ont obtenu sur le plan opérationnel les Black Blocs ou sur le plan politique, moi je dirais ça peut s'entendre. Est-ce que Macron a été viré? Est-ce que le gouvernement a été destitué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été obtenu par les Black Blocs? Strictement rien, à part des blessés, c'est tout ce qui a été obtenu. À part un discrédit et l'annihilation de nos revendications politiques, les médias ne parlent plus de nos revendications, hein. Ils ne parlent que des confrontations avec la police des Black Blocs. Bon, voilà à quoi servent les Black Blocs. Ah si, ils ont obtenu que le gouvernement, Castaner et le Parlement ont voté des lois toujours plus répressives pour notre droit à manifester. Ça, c'est ce qu'ils obtiennent. Bravo les Black Blocs. Bravo. Jérôme, le protocole de sécurité du président par l'insurrection civile, c'est face à l'armée, et j'ai de bonnes notions sur cela. C'est pas la peine, Jérôme. Enfin, moi, je suis pas dans la logique d'aller prendre les fusils et puis d'aller clairement nous entretuer avec les services de sécurité de la présidence de la République. C'est inutile. Je pense qu'on perdrait parce qu'on n'est pas assez nombreux. On est des armées, la plupart des Français n'ont même plus une expérience militaire pour savoir. Je suis l'un des rares qui c'est comment on tire avec une arme. La majorité des Français de ma tranche d'âge ne savent même pas comment on utilise une arme. Et ils ne sont pas armés. On a perdu d'avance face à des gens qui sont équipés en nombre et formés pour résister à une insurrection civile. Je vois pas pourquoi il faut avoir des morts quand c'est pas utile d'avoir des morts. C'est strictement inutile. La pression se fait au niveau des médias et se fait au niveau du Parlement, point barre, et sans nécessité de confrontation.
Alain Gilet jaune, seul le général de Villiers peut nous aider. Moi, à titre personnel, je pense qu'il ne peut absolument pas nous aider. Tiens, je vous dis au passage, encore une fois, c'est un atlantiste, hein. Il mange dans la main des Américains. Quand il a démissionné, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti aux États-Unis donner ses conseils à une institution financière américaine, notamment sur comment bien s'implanter en France en considérant les travers français. Pour moi, c'est pas... Non, Général de Villiers n'est pas quelqu'un de notre côté, hein. Faut faire attention, faut raison garder. Alors, je vais vous donner les résultats quand même. Pierre Conessa, que je vous invite à découvrir avec Alain Chouet, il a obtenu 16,67%. Le général Didier Tauzin, il a obtenu le même score, et donc le général de Villiers a obtenu 33% des avis favorables. Si je prends pour le ministère de l'Intérieur, quelles sont les tendances? Georgi Kuzmanovic a obtenu, alors il faudrait que je fasse l'aggloméré des assez bien et bien, mais enfin, les très bien, les votes très favorables, on va dire, 5% seulement. Pareil pour Noam Anouar. Et c'est Alexandre Langlois qui a eu un plébiscite de 63%. Bon, enfin, clairement, je suis pas étonné. C'est vrai qu'Alexandre Langlois, c'est pour moi notre carte maîtresse dans un gouvernement pour justement réformer la police. Alors là, c'était ministère des Affaires étrangères, je crois. Voilà, alors je regarde les résultats. Pierre Conessa pour les affaires étrangères a obtenu 25%, donc en avis fortement positif. Kuzmanovic a obtenu 12%, les autres 0%. Donc il y avait Bernard Lugan, Alain Chouet et Sébastien Périmoni. Et François Asselineau a eu un score de 37%. Bon, je ne suis pas étonné, François Asselineau est très, très connu désormais. Donc après, il faudrait faire un aggloméré des votes par temps, c'est-à-dire on a les très bien, bien, assez bien, passable et insuffisant, et on a des nuances, donc il faut regarder dans les nuances. Mais en gros, c'est Asselineau qui était plébiscité pour occuper le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, à la justice, il y avait donc les personnalités suivantes qui ont été proposées. Maître Régis de Castelnau, le juge Alain Bressy, le Philippe Pasco, Maître Sophia Albert Salmeron et Maître François Boulot. Alors, c'est un score qui a été bien partagé pour tous, avec évidemment Philippe Pasco qui remporte haut la main le score avec 48% d'opinion favorable. Régis de Castelnau ainsi que Sophia Albert Salmeron et François Boulot obtiennent 28% chacun, et Alain Bressy, qui est le moins connu d'entre tous, a obtenu 14%. Je reviens au passage sur la Sophia Salmeron. Si vous la connaissez pas, c'est une avocate des Gilets jaunes qui se bouge bien, qui se bouge vraiment bien. Elle mérite d'être connue. Et Alain Bressy, si vous ne le connaissez pas, c'est aussi un magistrat qui est très intéressant. C'est pas un vendu, au contraire, c'est quelqu'un qui a un idéal de justice qui est assez énorme et qui fait dans son petit coin des petites conférences gesticulées, on va dire, pour essayer d'expliquer comment la justice fonctionne fondamentalement à la base et pourquoi ça dysfonctionne aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à chercher son spectacle Le Blaireau, ça s'appelle comme ça. Et vraiment, Alain Bressy, je vous donne l'orthographe de son nom de famille pour que vous fassiez vos recherches. B-R-E-S-S-Y. C'est vraiment un type sympa avec qui j'ai pu discuter en assistant à ces spectacles et qui, pareil, aurait peut-être un rôle à jouer dans la justice. Bon, toujours est-il que là, pour la justice, c'est Philippe Pasco. Et Philippe Pasco, on y pense, à mon avis, plus pour le fait qu'il puisse nous aider à la purge. C'est lui qui connaît tous les dossiers, on va dire, de toutes les corruptions des politiques. Donc s'il y a une purge à faire, il serait vraiment bien placé à la justice pour nous aider. Jérôme, il y a un protocole à l'Élysée car la DGSI est derrière tous nos mouvements. Oui, mais on s'en fout. Je veux dire, ils ont leur protocole, on sait bien qu'ils ont chacun leur... C'est normal, les ennemis développent leur stratégie, mais c'est pas parce qu'ils ont une stratégie, un protocole qui remporte la partie. Alors Lydiane propose un nom que je vais noter. Par contre, ce serait bien de savoir pour quel ministère.
Alors, Philippe Ploncard-Dassac, journaliste, écrivain, politique. Philippe Ploncard-Dassac est un essayiste français appartenant à la mouvance nationaliste et traditionnaliste française. Oui, d'accord, mais enfin, Liliane, il faut que tu me donnes un ministère pour que je puisse en parler, parce que je sais pas qui c'est à titre personnel, et si tu veux qu'on puisse le présenter, il faut au moins qu'il soit associé à un ministère. Pour le ministère de l'Urbanisme et de la Transition écologique et de thématiques que j'englobe, car il nous faut de toute urgence un nouveau Haussmann, une personne qui sait cadrer urbanisme et matériaux. Voilà. Donc, Johan Bourgoin, voilà. Alors, je vais juste noter. Là, c'est une proposition de Mathieu. Hop. Voilà, ça a défilé. Et merde, ta proposition a disparu. Ah non, voilà. Oh là là là. Alors, Johan Bourgoin. Johan Bourgoin, je me renseignerai, et puis prochain atelier, il sera rentré. Il a collaboré auprès de la mairie, je ne sais pas laquelle, et ses activités écolo. Ses idées ont déjà été récompensées en France et à l'étranger, et il donne un compte Facebook, donc allez regarder. Et n'hésitez pas à faire le travail d'enquête aussi, parce que si vous m'assistez sur le travail d'investigation pour pouvoir présenter les bios des personnalités qui sont désignées, ça me mâche le travail, hein, très honnêtement. Michel, encore une vidéo qui mène à quoi? Bah rien pour le moment, ça c'est vrai, mais enfin je veux dire, de toute façon, c'est pas en faisant rien qu'on arrive à quelque chose, de toute façon. Ensuite, c'est quand même une vidéo que j'espère plus opérationnelle, puisqu'on parle de désigner un gouvernement provisoire. Et puis sur le plan de l'action, encore une fois, je vous invite à venir vous rassembler le 11 janvier prochain, samedi 11 janvier prochain, à 13h30 sous les fenêtres de la Maison de la Radio, pour un cortège qui nous fera passer devant tous les médias. Donc oui, je considère qu'effectivement, il faut aussi faire de l'action et pas seulement être dans la branlette intellectuelle ou la parlotte. Camini, les trolls, vous devriez vous instruire et respecter le live de Sylvain. Non, mais c'est pas grave, enfin, t'en fais pas, c'est habituel les trolls. Et, tu sais, quand tu es détesté, limite, c'est que tu fais chier. Donc c'est bien de faire chier. Gwen, tu crois qu'il va se rendre? J'y crois pas. Bah écoute, si on peut organiser les tribunaux populaires, là, ça réclame une cagnotte et beaucoup de pognon. Parce que justement, il faut payer des avocats pour rédiger les réquisitions. Et enfin, moi, j'y tiens. J'ai rédigé des réquisitions contre Macron, mais moi, je suis pas un juriste, je suis pas un avocat. Donc, ça veut dire que ma parole n'a pas d'autorité. Un avocat qui rédige les réquisitions, mais aussi la plaidoirie en défense, pour que ce soit honnête, là, ils auront une autorité. Et si tu fais des tribunaux populaires pour faire le procès fictif d'Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques sur leurs crimes, leurs vrais crimes, avec une défense honnête, hein, et que tu présentes ça dans des salles municipales, devant les médias, je t'assure que ça va quand même avoir son effet. Donc c'est quelque chose dont je ne parle pas assez pour le moment, mais parce que de toute façon je suis désespéré, je ne suis pas soutenu financièrement pour monter ces trucs-là. Il n'y a pas de gens qui se lancent là-dessus, il n'y a pas d'avocats bénévoles, il n'y a pas de juristes bénévoles pour aider à ce travail-là. Mais c'est aussi l'une des actions qui peuvent nous permettre d'aller vite. Alors pourquoi je dis qu'il faut prendre les médias, c'est qu'à défaut d'avoir des tribunaux populaires qui se lancent, en 5 minutes, on a le temps de dresser le réquisitoire dans les médias pour déjà en fait délégitimer Macron. Il faut commencer par là. Hein. Il faut expliquer aux armées qu'actuellement Macron il a cédé Alstom Énergie aux Américains, ce qui fait que si un jour on n'est plus du tout allié avec les Américains, eux conservent les brevets sur nos technologies, certainement des infrastructures industrielles qu'ils auront peut-être défoncées. Et ça veut dire que nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont le cœur de notre dissuasion nucléaire, au choix auront des difficultés à pouvoir être réparés, ou en tout cas ne seront plus furtifs. Or, le principe même de la dissuasion nucléaire et puis des armes sous-marines, c'est la furtivité et la discrétion. Donc là, actuellement, les Américains ont toutes les données avec eux pour connaître les bruits de cavitation et la vitesse développée par nos sous-marins. C'est de la haute trahison. C'est là, vous vous référez à l'article 411.3 du Code pénal si vous voulez vraiment chercher. Donc voilà, on peut parler à l'armée avec des dossiers qui les concernent, hein, très clairement. Christophe dit, concernant les antifas, tu n'as pas répondu à une question. Que penses-tu de la possible présence de membres de la LDJ dans les Black Blocs? Je pense que de toute façon, alors,
Les Black Blocs, je pense pas, parce que les Black Blocs, c'est plus diversifié, honnêtement. Et c'est autant je suis très vindicatif contre eux, autant je sais qu'il y a parmi les Black Blocs ou des gens qui se disent de cette mouvance-là, des gens qui ne sont pas nécessairement antifa ou de trucs comme ça. Je pense qu'il y a des salopards, hein, des gens de différentes officines, voire des policiers corrompus, véreux, etc. Mais il y a aussi des anciens militaires, des braves citoyens qui pensent que c'est par la violence qu'on peut changer les choses et qui sont juste des ânes. C'est aussi con que ça. Les antifas, eux, c'est vraiment une milice idéologisée d'abrutis notoires. Hein. C'est même pas 99% des antifas sont juste des petits crétins, de petits bourgeois, des petits blancs qui s'emmerdent et qui ont besoin d'adrénaline à bon compte et se chercher des ennemis au sein du peuple, qui sont influencés, eux, par des gens qui, eux, sont réellement travaillent pour le gouvernement d'une façon ou d'une autre. Je pense effectivement que la LDJ n'est pas très loin de cette mouvance-là. Parce que c'est vrai qu'on retrouve des méthodes qui sont très très proches. Donc tant qu'on n'a pas de preuves, je préfère pas m'avancer parce que là pour le coup ce serait du conspirationnisme. Mais je ne serais pas étonné qu'on découvre un jour des preuves là-dessus. Jacques, est-ce que je sors d'une grotte? Bah non, tu vois bien que je suis dans un appart. Liliane, alors tu m'as déjà parlé de Philippe Poncardassac, mais tu m'as toujours pas dit le gouvernement. Abi, méchanceté gratuite, oui, il y a la méchanceté gratuite, mais bon, ça t'en fait pas, ça fait 10 ans que je me la torche, donc ça me fait plus rien. Mike, t'as raison Sylvain, j'espérais juste un réveil des gens hors des médias, mais vu l'endoctrinement, c'est impossible. Merci à toi pour ton entêtement. Non, c'est pas impossible, mais il faut se dire que c'est pas la majorité du peuple qu'on va soulever. Hein. C'est nos réseaux à nous. Faut être clair, c'est nos réseaux. C'est une minorité agissante. Ce sont des gens qui réfléchissent un peu et en même temps comprennent la nécessité d'être dans la rue. Hein. Ça se passe quand même dans la rue, tout ça. C'est pas que la branlette intellectuelle. Et c'est plus dur. Parce qu'en fait, finalement, nos réseaux représentent des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, mais ils passent plus leur temps à discuter sur les réseaux sociaux qu'à se bouger leur cul. Donc c'est la minorité agissante qui a les ressorts intellectuels pour tout changer, ne veut pas bouger son cul. Par contre, elle est très critique avec le peuple, avec les milices, etc. Mais bouger son cul, ça la fait chier. Donc c'est à ça qu'on fait face. En fait, ça va être parmi les gens qui ont un minimum d'éducation politique, c'est une toute petite minorité qui bouge son cul. Vous remarquerez que les intellectuels, d'ailleurs, qui nous intéressent le plus, sont rarement dans les manifs. Par exemple, j'aime beaucoup Pierre-Yves Rougeron, qu'on n'a pas cité d'ailleurs pour le moment dans cet exercice de désignation populaire, qui est un intellectuel vraiment que j'apprécie. Bon, il a sa grille de lecture. À chaque fois, je lui dis, il faut que tu viennes avec nous dans les manifs, il faut que tu sois là, parce que ça va motiver des gens à venir. Et puis, voir des intellectuels qui se bougent leur cul, ça fait plaisir. Malheureusement, lui, il ne comprend pas cette logique-là. Et Jacques Sapir, c'est pareil, quand on lui dit qu'il faut venir, quand on demande à Étienne Chouard de venir, c'est pareil. Les manifs, c'est pas leur truc. Et c'est con, on a besoin des intellectuels dans les manifs. Jérôme, je vais te dire une info, l'armée est sur le point de faire du maintien de l'ordre, elle le fait déjà avec les gendarmes. Et je peux te dire que les CRS, il y a des militaires de carrière qui ont fait OPEX et se défoulent sur le... Mais bien sûr qu'il y a des cons comme partout, dans l'armée, chez les flics, chez les magistrats, dans l'éducation nationale. Encore une fois, je ne rejette pas ça. Simplement, je te dis que ce qui, moi, me paraît sûr, du point de vue de la logique institutionnelle de l'armée, c'est qu'on ne tue pas le peuple. L'armée est là pour défendre le peuple, pas pour tuer ses frères, ses sœurs, ses enfants. Les flics, c'est encore autre chose. Les flics, justement, ils sont là pour réprimer le peuple d'une certaine façon, en tout cas ceux qui filent pas droit. Et dans le maintien de l'ordre, c'est une spécialité. Mais il faut bien voir que l'armée, c'est un autre conditionnement. Alors évidemment qu'il y aura des brebis galeuses comme partout, mais c'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses qu'il faut faire d'une généralité, hein, sinon on s'en sort pas. Sinon à ce moment-là, on se fout une balle dans la tête, on se dit c'est foutu, on est mort. Et moi je suis pas de ce genre-là. Je suis ni dans la logique de la confrontation parce que je sais très bien où sont les rapports de force et là où on a une chance de s'en sortir,
ni dans la logique de c'est foutu. La logique de c'est foutu, elle est mortifère, elle ne sert à rien. Brigitte dit: je ne comprends pas pourquoi tout le monde gueule contre ce gouvernement et pourquoi aucune manif ne se font devant l'Assemblée nationale pour les sortir. Eh ben oui. Bon, écoutez, moi je vais arrêter là parce que j'étais déjà fatigué avant, mais je fatigue d'autant plus. Donc la prochaine session sera, je ne sais pas si c'est mardi prochain parce que je ne sais pas à quelle date ça tombe. Mais bon, je maintiens le rendez-vous du mardi soir vers 21h pour ces sessions d'atelier populaire. Je vais essayer d'ici là d'ouvrir d'autres jugements, d'autres scrutins sur le site jugement majoritaire en attendant que notre site dédié soit sorti. Que dire de plus? Ma foi, venez le 11 septembre devant la Maison de la Radio. Venez le 11 septembre devant la Maison de la Radio, c'est là que ça se passe. C'est là où on peut faire la pression réellement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Mes meilleurs voeux pour l'année qui va commencer en espérant qu'elle soit celle réellement de notre évolution. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bien évidemment, joyeux Noël en retard pour tous ceux qui l'ont, voilà, pour tout le monde. Allez, à bientôt.